Donc pour cette première table ronde, merci une fois encore sous vos applaudissements d'accueillir David Courtex, j'espère qu'il est là, j'ai pas encore eu dans l'oreillette l'information, qui est entraîneur de l'équipe de France féminine de rugby à 7, Ayodele Yukesan qui est sprinteuse, Bruno Gagère qui est entraîneur d'athlétisme et Marie Patouillet qui est double médaillée de bronze en paracyclisme à Tokyo. Merci. Bon bah vous serez que 3, ça y est j'ai ma réponse. Alors moi j'ai des questions, mais je suis sûre que vous en avez aussi, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à les interrompre. Ayodele, je vais commencer avec vous. Alors vous êtes sprinteuse, vous êtes aussi membre de la commission des athlètes au CNOSF. La liste est un peu longue, préparez-vous. Vous êtes aussi maire adjointe chargée de la santé à Paris 18. Vous êtes aussi coach en entreprise et vous êtes aussi citoyenne engagée dans pas mal d'associations, notamment sur les valeurs éducatives par le sport. À travers toutes ces missions, toutes ces casquettes, comment est-ce que la question du genre s'est un petit peu imposée à vous, ou non d'ailleurs, durant votre carrière ? Bonjour à toutes et à tous et merci en tout cas pour cette conférence. Je pense que justement ce qui a été présenté juste avant, la question du genre, elle s'est posée assez vite dans ma carrière sportive. C'est-à-dire que très vite, ça a été des raccourcis sur le fait que les filles ne doivent pas faire de sport ou voilà, les rapports au corps aussi. C'est-à-dire le fait d'être musclé, d'avoir un corps un peu différent. Et c'est vrai que mener ce double projet, cette volonté aussi d'aller aux Jeux Olympiques et en même temps de faire ses études, ça a tout de suite posé la question de quelle place j'avais moi en tant que femme. Donc c'est une question que j'essaye aussi dans mes engagements, que j'essaye aussi d'échanger dessus et de faire en sorte que on puisse donner un peu d'élan aux jeunes filles qui se posent des questions ou qui se sentent pas à l'aise, soit de faire du sport de haut niveau ou tout simplement de se lancer dans des projets. Vous trouvez des réponses? Vous arrivez à partager à la jeune génération aussi sur toutes les questions que vous avez pu cheminer? Oui, et je pense que justement aujourd'hui on parle plus de sujets féminins et je vois plus comme pas des vulnérabilités, mais justement le fait de s'accepter comme on est. C'est-à-dire que moi, très longtemps, je ne me suis pas posé la question de est-ce que je suis une femme athlète. Il fallait être une athlète, il fallait tout faire comme les garçons. Et justement, je pense que le fait d'être, de s'accepter, d'être plus au clair aussi avec nos spécificités, de bien vivre aussi le moment quand on a ses règles, de pouvoir aussi le dire à son entraîneur, de dire je me sens pas très bien, j'ai un peu mal au ventre, je suis fatiguée. Ça permet aussi d'être plus sereine dans son entraînement, dans sa préparation. Et je pense que le fait nous on a accueilli une exposition très récemment à la mairie du 18e, c'est un clitoris géant et c'est important justement qu'on soit très à l'aise avec ces sujets-là et que les jeunes générations le soient aussi. Merci. Alors on va faire un premier tour de table avec vous trois et après n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. C'est juste pour que vous connaissiez un petit peu mieux les personnalités qui sont avec moi. Alors Bruno, on va enchaîner avec vous. Alors vous êtes entraîneur de l'athlétisme. Je me suis permis de citer pas mal de vos athlètes. Malheureusement, j'aurais aimé tous les citer, mais le temps va manquer. Floria Gay, Muriel Urtis, Pierre-Ambroise Boss, Élodie Guéguin et Renelle Lamotte, par exemple, pour ne citer que. Vous êtes aussi ancien professeur d'EPS dans un quartier réputé difficile. Aujourd'hui, pour vous, j'avais lu un article, être entraîneur, pour vous, c'est avant tout être un éducateur qui prépare des hommes, mais aussi des femmes évidemment, à devenir des citoyens du monde. Alors, selon vous, quelles sont les qualités pour être un bon entraîneur qui va éduquer des citoyens du monde? C'est pas facile à expliquer, mais disons que j'ai jamais fait beaucoup de différence, honnêtement, entre les femmes et les hommes. J'ai essayé d'être une position que mes athlètes disent asexuée. Ça, c'est le plus important. Je pense que c'est aussi trouver une position asexuée pour pouvoir enseigner et éduquer tout le monde. Et puis ensuite, je pense vraiment que faut s'ouvrir sur le monde. Mais ça, c'est encore autre chose que l'entraînement pur. C'est un rapport. On est des adultes référents. Voilà, je suis ni l'ami, ni le papa. Je suis que l'entraîneur. Et dans leur vie, souvent, dans un petit parcours de leur vie, je suis un adulte référent comme on en cherche quand on est jeune pour se construire. Voilà. Donc on doit être assez irréprochable. Et par rapport au genre, là aussi, il faut trouver une position. Et au niveau des... le genre s'est posé très rapidement, puisque jeune prof de PS, mon premier problème, ça a été la piscine. Voilà, c'est là où j'ai rencontré les premiers problèmes de genre, parce que beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes filles n'allaient pas à la piscine quand elles avaient les règles.
Et donc, quand vous êtes prof et que vous faites l'appel, il faut noter ça. Et ça, je me suis trouvé il y a 30 ou 40 ans, c'était compliqué. La communication était très difficile. Ça a beaucoup évolué, puisque maintenant mes athlètes me préviennent quand elles ont leurs règles, qu'elles sont un peu fatiguées. Bon, on discute de ça. Mais ça reste quand même avec une certaine pudeur. C'est pas facile. Ça a évolué depuis le genre où les élèves venaient me dire « je peux pas venir ». Je dis « ah bon, pourquoi tu... » Au début, j'étais bête, quoi. Je dis « je peux pas venir ». Voilà. Mais c'est ma première confrontation. Après, j'ai rencontré, une autre confrontation, ça a été la contraception. Et donc, je vois qu'il y a Carole, je pense qu'elle arrivait à l'INSEP. Moi, j'étais jeune entraîneur à l'INSEP. Bon, il a fallu aussi se poser le problème de la contraception adaptée à la sportive. Parce qu'il y a eu des soucis de rétention d'eau, des choses qui perturbaient l'entraînement. Et bon, Carole a vite réglé ça. Voilà, ça a été une démarche professionnelle qui a fait un bond aussi dans mon approche. Je parle maintenant contraception avec mes athlètes. Toujours avec pudeur, parce que je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais j'essaye d'en parler, quoi. Vous parlez d'un comportement asexué. Vous l'avez dit aussi, l'importance de respecter le mode de fonctionnement de chacun, parce que finalement, quand vous avez quelqu'un qui arrive, que ce soit une femme ou un homme, ça reste une caractéristique de sa personnalité. Comment est-ce que vous vous adaptez pour justement respecter, comme vous l'avez dit, le mode de fonctionnement de chacun ? C'est en communiquant, c'est en échangeant, c'est au quotidien. En fait, j'ai toujours entraîné des groupes. J'ai un groupe là en ce moment de 10 athlètes, mais j'ai une relation individuelle avec chacun des 10. Et puis j'ai une relation au collectif. Voilà, donc il y a tout ça à gérer, mais c'est sûr qu'il y a une relation individuelle avec chaque individu. Au fil de ma carrière, je prends beaucoup plus de temps pour discuter. Il y a même des points où on se rencontre, où on discute, où on a des petits points où on parle de tout. Et c'est ce qu'ils ont envie de parler. Selon leur demande, ou c'est aussi vous qui êtes acteur, qui a osé aller voir l'athlète J'essaie d'organiser ça, mais bon, des fois c'est à bâton rompu. Enfin, ça va venir, ils savent qu'il faut parler en dehors de l'entraînement même, quoi. Voilà, donc on prend du temps pour discuter. Puis maintenant il y a WhatsApp aussi, donc là il faut que je mette mes lunettes, mais sinon il y a beaucoup d'échanges aussi par les nouveaux médias. Bon, je suis pas du tout réseaux sociaux, mais voilà, c'est aussi une façon de discuter des jeunes actuels, quoi. Donc bon, c'est pas ce que je préfère, mais voilà. Quand je les ai sous la main sur un stage, il y a des moments de discussion. Parce qu'en plus, on connaît votre discipline, 400, 800, c'est quand même des réputations d'un sport très dur. Enfin, moi, quand je suis arrivée à l'INSEP, on m'a tout de suite dit que c'était les disciplines les plus difficiles de l'athlétisme. Mais pourtant, cette part de communication, est-ce que vous l'avez vu évoluer dans la performance de vos athlètes, dans cette importance de, finalement, on va peut-être courir un tour de moins, mais on va rester discuter 10 minutes. Est-ce que vous sentez que ça a fait aussi évoluer les mentalités ? Oui, de toute façon, je pense que on a levé des pudeurs, en fait, Moi, je suis d'une ancienne génération, donc on ne parlait pas de tout. C'était difficile. Il y avait un rapport de séduction, de choses comme ça. Bon, moi, très jeune, j'ai contourné le problème de séduction. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec l'âge. Mais c'est aussi une relation très importante de mettre à distance, quoi. De trouver la bonne distance, quoi. Il faut pouvoir plaisanter, pour pouvoir toucher, parce que là, il y a quand même aussi... des changements dans le métier, il faut faire attention. En tout cas, dans l'EPS, il y a des problèmes maintenant sur les choses. Bon, ça m'arrive pas parce que j'ai pas ça m'arrive pas, mais c'est vrai que je vais parer, je vais toucher, je vais serrer le corps. Voilà. Il y a des choses que je dois faire qu'on m'a dit attention Bruno, mais je peux pas passer outre là. Par contre, dans la relation, si vous avez une relation complètement asexuée, je reprends ce mot, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est ce que les filles utilisent. Elles n'ont aucun problème à mon contact. Et moi non plus, d'ailleurs. Voilà. Je comprends. Merci. Marie, on va enchaîner avec vous. Alors vous êtes double médaillée de bronze aux Jeux paralympiques en paracyclisme à Tokyo. Vous êtes aussi médecin généraliste. Oui, je me suis pas trompée. Vous êtes aussi ma collègue en musculation. Et notamment, c'est aussi un sujet qui a évolué sur le périnée. On en parle davantage. On peut être les témoins de ça. C'est aussi un sujet très important. Mais en musculation, on en parle de plus en plus, grâce notamment à Anne-Laure Morini qui est avec nous. Votre participation aujourd'hui avec nous, elle est guidée finalement pas par une très bonne chose, c'est que finalement dans votre début de carrière jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'aux Jeux de Tokyo, vous êtes finalement victime, ou en tout cas vous entendez aussi quotidiennement des mauvaises blagues, quoi, des blagues un peu bidons sur le genre, ou des stéréotypes, des clichés que vous pouvez entendre, et votre participation aujourd'hui elle est un peu guidée à cause de ça. Ouais.
Oui, c'est sûr. En fait, j'ai eu une grosse désillusion au jeu. Alors, je pense que c'est un peu biaisé par le fait qu'il y ait eu le Covid et que j'ai eu une préparation très, comment dire, coupée un peu du monde extérieur et coupée aussi du monde fédéral. Et donc, en fait, je suis un peu arrivée au jeu avec ce staff équipe de France que j'avais pas beaucoup vu avant. J'avais juste eu mon entraîneur, Greg, l'INSEP, et puis c'est tout, quoi. Donc, je m'étais entraînée dans un microcosme, mais j'avais rien vu de l'extérieur. Et j'arrive au jeu, et s'il y a une phrase qui résume mes jeux, c'est si tu voulais pas un sport sexiste, il fallait se faire un sport de filles. En fait, il se passe que je fais de la piste et de la route. Sur piste, je suis la seule femme de l'équipe de France. À Tokyo, à Paris, ce sera différent, et j'en suis très heureuse. Mais et à mi-jeu, en fait, je vais voir une des personnes du staff et je lui dis voilà, en fait, moi j'en peux plus, les blagues salaces en permanence. Je m'étais totalement exclue en fait des repas, je m'étais totalement exclue du groupe parce que c'était lourd, quoi. Alors peut-être que mon seuil de tolérance a diminué, que après avoir fait médecine militaire, après avoir fait mon internat, peut-être que j'ai eu un ras-le-bol général aussi, mais c'était, pour moi c'était pas entendable, c'était pas possible. Et à ce moment-là, on m'a répondu, si tu voulais faire un sport sexiste, il fallait se faire un sport de filles. La colère est sortie sous la forme de pleurs. Ça peut faire peur, ça. Sous la forme de pleurs, parce qu'en fait, j'avais tellement de rage en moi qu'il y avait une espèce de violence et j'ai pu l'évacuer que sous forme de pleurs. Et là, on m'a dit, je te croyais pas aussi faible. Quelques jours avant, je fais une médaille de bronze. Mes collègues font 4e, mais perdent leur titre finale. Et là, on me dit, ah, les pauvres, ils pleurent, c'est les premières fois que je les vois pleurer. Est-ce que ça te dérange de rentrer en bus? Nous, on va les ramener au village en voiture. Donc en fait, moi, je pleure parce que la pression est trop forte en tant que femme dans des Jeux paralympiques. Je suis faible. Des athlètes hommes pleurent, les pauvres. Voilà, en fait, et je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas retourner faire Paris comme ça. Il y a une petite jeune de 17 ans qui est pleine de talent qui va arriver. Bah, comment est-ce qu'on peut lui demander de faire sa meilleure performance à ce moment-là, dans ce cadre-là? Bah, pour moi, c'est pas possible. Mes médailles, moi, il y a des médailles... J'en suis frustrée en fait. J'aurais pu aller chercher autre chose en termes d'état mental, en termes d'état psy. J'aurais pu aller chercher autre chose. Et aujourd'hui, dans cette notion de débriefing, est-ce que vous avez vu des évolutions? Est-ce que vous avez pu évoquer ça? Est-ce que les entraîneurs ont un petit peu évolué sur leur mentalité? Ou le cadre même fédéral? Je vais être très honnête. Attendez, c'est dans 2 ans Paris, les gars. Il faut qu'on fasse mieux là. Aujourd'hui, je fais un gros travail avec ma prépa mentale, avec mon entraîneur, pour être prête à malheureusement affronter d'autres situations qui risquent de se passer au jeu. Parce que pour moi, effectivement, 2 ans et demi pour changer des mentalités, quand je vois que c'est aussi ancré dans les mentalités d'un staff, bah c'est encore illusoire en fait. Je vois pas comment est-ce qu'on peut les changer vraiment, si ce n'est féminiser les staffs, parce que c'est pareil, j'ai passé mes jeux, en tout cas la piste, avec un staff uniquement masculin. J'aurais eu, ne serait-ce que dans le paramédical, bon ok, je suis médecin, ça biaise aussi, mais si j'avais eu envie de correspondre avec juste quelqu'un de féminin pour un problème gynéco, si j'ai juste la liberté d'avoir le choix, pour moi c'est important. Là, je me faisais masser au milieu des hommes, parce que même mon bungalow, je le partageais avec un coureur. Bah, ok, j'ai un rapport au corps et je suis très décomplexée vis-à-vis de ça et j'arrive à parler de tout, mais peut-être avec ma casquette de médecin ça aide aussi, mais j'aurais juste aimé avoir le choix en fait. Et quelles sont les armes qu'on peut obtenir? Vous parliez de féminiser les staffs, mais pour la jeune de 17 ans, finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer pour elle que ça aille plus vite? Vous avez décidé de vous blinder avec une prépa mentale, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Quelles sont les pistes pour vous? Bah, personnellement, moi, ça a été ma filleule aux étoiles du sport et je table tout sur l'échange et sur la création d'une relation malgré la différence de génération. On a quand même 15 ans d'écart. Mais, et la prévention, en fait. De juste d'expliquer. Et malheureusement, et ça m'arrive, on ne réalise pas sur le moment, en fait, que la situation, elle n'est pas normale, que la blague, ok, elle fait rire tout le monde, mais elle n'est pas normale. Et ça ressort des mois après. C'est des mois après qu'on se rend compte que ce qui avait été dit devant tout le monde à un repas, c'est juste pas normal. Et juste en informer les sportives que si sur le moment elles n'arrivent pas à dire quoi que ce soit parce qu'il y a une espèce d'atmosphère comme ça qui nous empêche de le faire, bah, des mois après il faut quand même en parler, il faut quand même en discuter, que ce soit avec le staff, que ce soit avec la prépa mentale, avec la psy. Merci. C'est une question pour vous trois aussi, parce que je sais que vous, Marie, vous avez été pas mal inspirée par Marie-Josée Pérec. Est-ce que, selon vous, la force de l'exemple, moi j'y crois beaucoup, d'avoir ces aînés qui ont fait ça avant, on se dit, c'est possible. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça? Est-ce que vous avez eu des exemples qui vous ont marqué durant votre carrière? Et est-ce qu'on a assez d'exemples féminins dans le sport de haut niveau pour tracer sa route?
Moi, je vais plutôt parler du coup des exemples dans la maternité. Donc, du coup, Carole Maître est là aussi, mais je pense qu'aujourd'hui, le sujet de la maternité, c'est un sujet qui est un peu plus abordé. On voit que des sportives de haut niveau, voilà, ont eu des enfants, qu'elles reviennent aussi, et c'est important. Moi, je sais que, du coup, j'ai eu une petite fille il y a un peu plus de 2 ans, et quand je cherchais des conseils, je suis partie voir autour de moi quels étaient les athlètes qui avaient eu un projet bébé, parce que j'étais assez isolée, et du coup tout le monde m'a dit écoute, va voir Carole Maître, elle va pouvoir t'aider aussi sur le suivi, sur la reprise, parler du périnée. Personnellement, on m'en avait jamais parlé, donc parler aussi de la reprise sur l'hypopressif. Ça, c'est des sujets où finalement avant le projet, pendant le projet et après, quand on ne sait pas vers qui s'adresser, c'est hyper compliqué. Donc moi, je citerais plutôt ce sujet-là. Et puis aussi la longévité. Il y a une pression aussi qui est supplémentaire chez les sportives féminines. C'est-à-dire que moi, je me souviens aussi que quand on se rapproche de la trentaine, on nous fait aussi comprendre qu'il est temps de prendre sa retraite, parce qu'il est temps de fonder sa famille, qu'il est temps de passer à autre chose, et d'avoir des sportives aussi qui montrent que elles peuvent continuer très longtemps, que ça se passe très bien, qu'elles font aussi des médailles. C'est aussi un bon signal pour les sportives dans leur carrière, de se dire qu'elles ont aussi le temps de faire des choix personnels et de continuer à prendre du plaisir dans leur sport et d'être aussi compétitives. Merci. La force des exemples. Est-ce que vous, dans votre carrière d'entraîneur, vous en avez vu des gens qui sortaient du lot? On a vu l'étude qui nous a été présentée, où la représentation féminine à très haut niveau en athlétisme les pas, et on a eu des très très grandes championnes qui sont à force d'exemple, comme Pérec, Aron, Urtis. C'était vraiment des grandes championnes. Donc ça suffit pas, je pense. Ça suffit pas, ça fait rêver, mais rêver. Après, il faut passer du rêve à se réaliser la haute performance. Et là, le chemin est encore long. Quelles sont les étapes? En tout cas, la première étape, si vraiment on devait, après les exemples, se dire ok, là on part sur ça parce que le potentiel est là, les femmes sont là, le travail est là, l'encadrement est là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. J'ai toujours l'impression, alors j'attends de voir les études sociologiques nouvelles, mais que les jeunes femmes ont besoin d'assurer un avenir, mais c'est toujours le système qui a été mis en place depuis longtemps, il évoluera peut-être. Mais donc il y a ce problème de double projet ou de mettre en stand-by parfois. Donc ça peut être la maternité, on y reviendra. Ça peut être les études. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est avoir un projet vers le très haut niveau dans lequel va aussi s'inclure un projet professionnel. Donc on trouve ça aussi chez les garçons, c'est pas que chez les femmes, mais c'est que en France on n'est pas construit beaucoup. Il y a de la précarité chez les jeunes femmes qui s'entraînent, mais j'ai quand même plus de garçons qui partent la tête baissée puis qui mangent des patates, qui sont RSA quoi. Voilà, les filles qui sont RSA, c'est parce que elles s'entraînent, et donc elles font études et elles peuvent pas travailler en plus quoi. Mais tout ça, c'est très mal ficelé en France, à mon avis. Et une évolution, ce serait au niveau fédéral, au niveau... Pour l'instant, oui, sûrement. Je pense que c'est une conception. Peut-être qu'un revenu universel des jeunes facilitera ces choses-là. C'est une possibilité, mais c'est qu'à un moment, pour s'émanciper, partir de chez ses parents, il faut des revenus. Il faut construire un avenir. Et le sport de haut niveau, que ce soit féminin ou masculin, c'est énormément de temps. Donc on ne peut pas tout faire. Ceux qui font tout, en général, ils ont beaucoup de mal, quoi. Parce que le revenu financier, c'est de plus en plus dur, les boulots d'étudiants, on va dire. Moi, j'ai des disciplines où ils s'entraînent 2 fois par jour. Soit on fait les études, soit on travaille. Beaucoup travaillent, parce que tant que tu n'as pas atteint la haute performance, tu travailles. Après, une Renelle Lamotte, elle est militaire. Donc il y a beaucoup de pays européens qui ont choisi de militariser leurs sportifs de haut niveau, qui sont, les Italiens, ils sont tous militaires, par exemple. En Espagne aussi. Bon, c'est des choix. Pour moi, c'est simplement des bouts de ficelle. Je préférerais le revenu universel. Mais je pense que c'est des choses comme ça qui vont permettre de le faire. Après, c'est sûr que la maternité, les encadrants, moi, on n'est pas préparé.
C'est pas dans notre formation. Donc on a longtemps, j'ai botté en touche. Je lui ai dit, bon, attends la fin de ta carrière. Maintenant, je me suis occupé de Floria Guéhi, voilà, j'ai la maternité, puis le retour de maternité. Là, j'ai une autre athlète qui attend un enfant et qui veut se préparer pour Paris. Bon, là, je me forme comme je peux, parce que, je vais appeler Carole, je vais appeler voilà, des gens qui s'y connaissent, quoi, qui me donnent des renseignements. Mais on n'a pas réfléchi à tout ça, quoi. Donc là, pour moi aussi, c'est un peu la galère, quoi. Vous sentez un manque de réponses ou des questions, c'est une découverte ou c'est... Oui, c'est pas une découverte la maternité, parce que je suis père, mais voilà, dans l'entraînement, oui, c'est une découverte. Après, j'ai entraîné Muriel Hurty, ça a été déjà maman. C'était intéressant parce qu'en effet, elle était d'autant plus forte, à mon avis. Hein, mais voilà. Mais bon, il y a plein de choses à mettre en place. Tout à l'heure, Madame parlait du système. Je pense que oui, le système, il n'est pas en place. Il ne sera pas en place pour 2024. J'espère qu'il sera peut-être une évolution pour 2028. Mais voilà. Par contre, pour le cyclisme, je pense qu'il faut simplement changer les cadres. C'est inadmissible. Alors, on va préciser, parce que je ne veux pas non plus faire plonger la FFC avec moi, c'est le paracyclisme. Non, mais il faut pas être consensuel. Si les gens ne sont pas bons, moi je me le permets, je suis cadre. Je dis, si les gens ne sont pas bons, on les change. Voilà, c'est différents styles de compétences. Oui, mais la compétence technique ne suffit pas dans le sport de haut niveau. Il faut une compétence humaine. Si cette compétence humaine n'est pas à niveau, on les renvoie se former. Souvent, ils ne veulent pas. Mais voilà, mais ça fait pas. Parce qu'on est dans le public, on ne va pas être envoyé pour faute professionnelle. Ça, c'est une faute professionnelle pour moi. Je serais DTN, ça fait longtemps que j'aurais fait le ménage. J'ai jamais voulu être DTN, peut-être par l'acheter, mais voilà, à un moment, la compétence humaine est essentielle dans la performance. Donc vous vous rendez bien compte que gérer des hommes ou des femmes, il y a quelques différences, mais pas tant que ça, pour moi en tout cas. Par contre, il faut écouter et il faut accompagner. C'est pour ça que je me dis éducateur sportif, mais produire des médailles, parce que c'est simple, hein, j'entends des discours. Bon, ici, j'ai eu droit à la culture de la gagne pendant 20 ans, ça m'a complètement saoulé, parce que c'était pas notre culture, la culture de la gagne, c'est complètement... c'est les États-Unis, quoi. Nous, on ne fonctionne pas comme ça, on a une éducation judéo-chrétienne, ça ne peut pas fonctionner. Mais bon, on nous a quand même imposé ça, on n'a pas ramené plus de médailles d'or, ça je rassure. Et puis, voilà, maintenant, on ne parle que de l'élite. L'Agence nationale du sport, dit la messe, on doit redescendre, mais voilà, je pense que la messe, c'est le plan humain. Comment on va faire? On est encore au Moyen-Âge de la préparation mentale et de l'accompagnement des athlètes. C'est la preuve, si on est la preuve même. C'est du Moyen-Âge, c'est moyenâgeux comme comportement. Donc là, il faut bouger les choses, il faut bouger les lignes. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas de me taper sur l'épaule. Moi, j'ai aussi une question. J'aimerais connaître votre avis sur la mixité. Moi, par exemple, je fais de l'escrime, je fais du sabre. Il y a eu un temps où on faisait des entraînements mixtes. Alors, il faut y comprendre que le sabre, c'est un sport très explosif. Moi, j'y trouvais mon bonheur parce que je devais mettre mon curseur physique à un tel niveau que je devais faire attention que ma technique et ma tactique n'en pallient pas trop. Et pour des garçons, il y avait des gens qui trouvaient ça très intéressant parce qu'ils travaillaient un petit peu plus dans la lenteur. On va pas se le cacher. Une fille sabreuse et un homme sabreur, ça va un petit peu à des vitesses différentes. Et donc des garçons y trouvaient leur compte et d'autres garçons trouvaient ça totalement ennuyeux. C'était une séance pour eux de perte de temps. Donc suivant les mentalités, c'était très différent. Et les garçons qui y trouvaient leur compte, je vous assure qu'on faisait vraiment des séances incroyables. Je veux bien comprendre que d'un sport à l'autre ce soit différent. Quel est selon votre point de vue sur la mixité à l'entraînement en tant qu'athlète ou entraîneur? Moi, je suis plutôt pour, même totalement pour, à condition qu'en tant qu'athlète femme, on soit accepté et qu'il n'y ait pas de différence de traitement, qu'il n'y ait pas de différence de clichés, de stéréotypes. Le premier exemple, du coup, moi, en stage, je m'entraîne avec les gars. Hein, de toute façon, je suis la seule sur la piste. Et alors, c'est peut-être traditionnel, hein, mais de voir en permanence mes collègues se déshabiller devant moi, enlever le cuissard, remettre leurs sous-vêtements et sans forcément prendre la peine d'appliquer une certaine pudeur, au bout d'un moment,
pour moi, c'est pas une forme d'inclusion, c'est pas une forme d'acceptation de la mixité vraiment. Voilà, et puis on continue avec de toute façon les mêmes blagues. Et donc à ce moment-là, la mixité, elle est pesante. Et du coup, l'intérêt de s'entraîner les hommes et les femmes ensemble perd un peu sa valeur positive. Mais dans l'idéal, je trouve ça hyper intéressant. C'est quelque chose qui peut améliorer vos performances, là, si on parle juste performance brute? Je pense que c'est quelque chose que ce soit, enfin, les femmes peuvent tirer les hommes, enfin, on peut s'apporter mutuellement des choses, on n'a peut-être pas forcément la même façon de voir les choses, la même façon de se dépasser aussi, et on peut, en tant que sparring partner, vraiment se tirer vers le haut, quoi. Mais tout comme je suis aussi convaincue que paralympique, olympique, on peut parfois mélanger des stages, mélanger des entraînements et on peut chacun s'apporter en fait. Je rejoins un peu le côté de la sexualisation ou la sexualité, je ne sais pas trop comment on le dit, moi c'est pareil, j'ai fait médecine militaire, on arrive dans l'armée, on nous dit il n'y a pas de sexe dans l'armée, et c'est vrai, on est une promo mélangée, l'internat est mélangé, et ils ne font pas de différence homme-femme. En fait, c'est chacun ses spécificités, le sexe en est une, mais comme un état d'esprit, comme une taille, un poids, et c'est vrai que je me souviens plus trop quelle était la question, mais du coup, pour moi, il n'y a pas trop de différence en fait. C'est plus chaque individu est unique et a sa spécificité. Et un système comme chez les militaires où justement, suivant tes caractéristiques, il y a côté une culture un peu asexuée, est-ce que ce serait transposable dans le sport? Que ce serait transposable, je sais pas, tout n'est pas parfait. On sort dès qu'on pose l'uniforme et qu'on va à la popote. D'un coup, les sexes réapparaissent et d'un coup, c'est beaucoup plus lourd. Mais en fait, je pense que le fait de prendre juste l'individu tel qu'il est et dans son entièreté et de pas de le faire rentrer dans des cases, je trouve que ça permet de laisser le champ libre à la réflexion et à la personnalisation du projet, surtout dans le cas de la performance. Pour vous, Ayodele? Je rejoins les propos de Marie. Donc, dans l'athlétisme, on a l'habitude de s'entraîner dans des groupes où on a des hommes, des femmes, et ça pose pas de difficulté dès lors où l'entraîneur et on va dire le staff est bien formé, en tout cas à chacune aux spécificités de chacun. Je reprendrai un peu le mot de la personnalisation du projet de chacun et de l'individu. Je pense que c'est un sujet, c'est le sujet de fond en fait finalement, parce que quand on parle de sportif de haut niveau, en fait, on parle de l'athlète, enfin de la personne quand elle est sur un stade, quand elle s'entraîne, mais aussi la personne dans son contexte de vie. C'est-à-dire que il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on accompagne une personne en fonction des contraintes, des difficultés, de ses intérêts aussi, de son parcours de vie, que ce soit son parcours scolaire, son parcours professionnel, et je pense que c'est surtout ça aujourd'hui. On a aussi besoin beaucoup de formation sur le fait que le sport ça fait partie de nos vies et comment est-ce qu'on est accompagné à la fois sur un terrain et aussi en dehors. J'aime bien du coup l'étude qui a été montrée parce que il y a un volet où on a vous avez parlé d'acteurs qui sont pas à l'aise à l'idée d'entraîner des filles. On a encore aujourd'hui ce sujet de entraîner les filles, c'est trop compliqué parce que les filles, elles réfléchissent un peu trop. Et je sais que moi, pendant ma carrière et mon double projet, on considérait que le fait de vouloir faire des études, c'était un problème. Parce que c'était un problème, pas assez concentré, pas assez motivé, pas assez ci, pas assez ça. Et donc, on se retrouve aussi beaucoup à devoir se dédoubler presque entre la vie qu'on a sur le stade et la vie qu'on a en dehors. Et je pense que c'est cette difficulté-là qu'on peut aussi avoir quand on est une athlète féminine, de devoir gérer plusieurs pressions qui font qu'au final, beaucoup vont arrêter assez tôt. Beaucoup vont arrêter parce que elles ont besoin de s'épanouir et en fait dans cet épanouissement il y a effectivement le sport, mais il y a aussi d'autres sujets comme peut y avoir la maternité, comme peut y avoir un besoin
voilà, de s'impliquer professionnellement dans quelque chose et ce volet de s'adapter à chaque individu, à chaque personne, c'est vraiment un sujet important et surtout de se dire que les sportifs ne sont pas des robots. Aujourd'hui, on parle de la préparation mentale. Il y a quelques années, le fait d'aller voir un psy, c'était considéré comme une faiblesse. Ça voulait dire qu'on n'était pas suffisamment fort, qu'on n'était pas suffisamment armé. Et donc, on est en train quand même d'évoluer et de se dire, en fait, il faut prendre la personne telle qu'elle est et l'accompagner en fonction de ses besoins, en fonction aussi de qui elle est. Et je pense que c'est vraiment ça le sujet. Quand on parle des femmes, et par exemple des règles, de la maternité, du périnée, c'est aussi prendre en compte les spécificités. Pour certaines, ça va générer des douleurs. Pour d'autres, ça va être quelque chose d'assez simple, enfin qui ne va pas générer quoi que ce soit. Et c'est pareil, la grossesse, ça va être différente en fonction de la personne. Et donc c'est vraiment d'accompagner, et je pense que c'est vraiment d'accompagner aussi l'athlète, mais l'humain, et d'arrêter de séparer les deux. Parce qu'en fait, on se retrouve à devoir choisir, et on ne peut pas choisir qui on est, on ne peut pas choisir nos centres d'intérêt, on ne peut pas choisir le fait d'avoir envie de faire des choses. Et justement, quand on est le plus, on va dire, équilibré, c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à une performance, parce qu'en fait, on est tout simplement bien dans sa tête, bien dans son corps. Et on le voit aussi pour beaucoup de sportives qui reviennent après la maternité et qui font des performances. Tout simplement parce qu'elles sont épanouies. Et en fait, ça joue. Et par contre, il y a encore sur le sujet de la maternité, le fait au niveau de l'image et de la société, de se dire qu'on peut être aussi une femme sportive, mais j'ai envie de faire le parallèle avec une femme aussi qui travaille en dehors et pouvoir bien s'occuper de ses enfants. Donc je pense que il y a un sujet sur ça. Et sur la médiatisation, on voit aussi que, en tout cas sur l'étude qui a été présentée, on a une sous-représentation des athlètes féminines. Il y a un vrai sujet de médiatisation. Comment est-ce qu'on accompagne les sportives justement dans leur carrière? Comment est-ce qu'on leur donne des moyens? Aujourd'hui, une sportive, il faut qu'elle rentre des critères physiques, des critères de beauté, en plus de la performance. Donc ça veut dire que quand on est à la puberté, déjà on a le corps qui change, on n'est pas forcément très à l'aise avec ça, et donc on se retrouve aussi à devoir gérer des problématiques vis-à-vis de son image, vis-à-vis de son poids et vis-à-vis des sponsors. Donc il y a aussi un accompagnement. Moins on est visible et moins on a de sponsors, moins on a d'aide et moins on continue. Donc il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Merci. J'avais une question aussi sur, là c'est peut-être un peu plus technique. Il y avait un rapport donc justement de Hélène, Sylvaine et Christine, donc de 2020 pour la Fédé d'athlé. Je vais reprendre les chiffres, mais pourquoi je dis technique, c'est au niveau du matériel, au niveau du port de la perche, qui induisait une perte de vitesse de 5,8% chez les hommes et 6,2% chez les femmes. Nous, par exemple, à l'escrime, j'avais posé une fois la question, je m'étais bien fait taper sur les doigts à des femmes épéistes, c'est l'arme la plus lourde. Pourquoi vous n'avez pas des armes plus petites que les garçons, parce que vous avez toutes des problèmes d'épaule. Pourquoi on ne penserait pas à ce que on ait des armes plus petites? La tenue de sport, qui est aussi des fois pas forcément très bien adaptée pour des femmes. On se retrouve avec des tenues, honnêtement, nous on a toujours la dotation masculine, c'est la même. Est-ce que pour vous, ce champ technique, est-ce que ça peut être aussi vecteur d'amélioration de performance pour les femmes en 2024? C'est sûr, moi déjà je comprends pas qu'on réfléchisse au côté performance d'un textile, là je parle du cyclisme, paracyclisme, et qu'on ne se pose même pas la question de est-ce qu'on va prendre un cuissard spécifique aux femmes pour une athlète féminine. Moi au jeu j'ai couru avec des cuissards hommes, alors peut-être que dans leur tête ils se disent non mais de toute façon ces organes génitaux sont internes donc ça prend pas de place, du coup c'est bon, elle va pouvoir rouler avec ça. Mais on sait qu'un cuissard, il y a des forces de frottement, que quand on court sur route, j'ai passé 2h40 sur mon vélo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des blessures à ce niveau-là après la course. Et quand on sait qu'aujourd'hui, des marques françaises fabriquent des cuissards spécialement pour les femmes, spécialement pour les hommes, que ce n'est pas la même chamoisine, je ne comprends pas que dans une recherche de performance, surtout à des jeux, il n'y ait pas un moment donné où on se pose la question de dire quand même, on va lui prendre un cuissard pour les femmes, quoi. À qui on doit demander pour que ça évolue Je crois qu'à Paris, c'est Lecoq qui pas quelqu'un du coq ici. Donc j'espère qu'ils auront en tout cas envie de réfléchir à un cuissard féminin performant. Vous, Bruno, d'un point de vue technique, l'athlétisme, des fois, vous courez, il n'y a pas non plus 10 000 choses, mais... Non, mais là-dessus, c'est réglé. Je pense qu'il y a des tenues pour les hommes et des tenues pour les femmes.
Là-dessus, bon, voilà. Après, le choix de la tenue pour les femmes s'élargit, heureusement. On n'est plus obligé, c'est plus non plus forcément... ouais, où il y a peu de tissu, on peut choisir de mettre un peu plus de tissu sur soi. Donc ça, c'est très bien, ça évolue dans le bon sens. C'est quelque chose qui vous a marqué, vous, durant votre carrière, le choix du textile, le choix des techniques, elle peut avoir forcément la meilleure chose pour votre pratique? Ouais, enfin l'athlé, c'est vrai qu'on a les tenues hommes, les tenues femmes. Le fait qu'aujourd'hui on a aussi de plus en plus de femmes on a des combinaisons aussi. Et du coup, pour les sportifs, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'avant on avait aussi beaucoup la tenue brassière, boomer. Et quand on n'était pas forcément à l'aise avec cette tenue-là, bon, c'était pas contraignant on va dire sur le côté sportif et performance. C'était plus contraignant sur le fait d'être à l'aise ou pas avec son corps. Mais le fait d'avoir aujourd'hui un éventail beaucoup plus large aussi, brassière, débardeur, combinaison. Voilà, ça permet aussi que tout le monde soit très à l'aise sur sa pratique. Ce qui joue aussi, être bien dans ses baskets, ça aide souvent à la performance. Ça joue beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. Moi, on l'a un petit peu évoqué, mais j'avais aussi une question sur... par exemple, j'ai jamais eu de maître d'armes femme. Je ne sais pas vous, si vous avez déjà eu des entraîneurs femmes. Si c'est le cas, est-ce que vous avez vu une différence entre les femmes et les hommes? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Comment ça s'explique qu'il n'y ait pas de femmes qui entraînent? Non, moi j'ai un entraîneur, c'est un homme. Après, en prépa physique, il y a Anne-Laure et qui fait le plus grand bien, je pense, pour renforcer notre périnée. Je sais pas trop. Après, c'est vrai que moi, avec Greg, je suis extrêmement bien tombée et pour le coup, notre rapport est totalement asexué. Je peux lui parler de tout, de mes règles, il n'y a aucun souci et lui ne semble en tout cas pas du tout gêné avec ça. Donc en fait je me pose même pas la question de savoir si ça avait été une femme. Là la question se pose pas. Mon entraîneur c'est un homme, pareil, c'est lui qui m'a aidé justement à ma rééducation du périnée après mes grossesses, surtout au retour de césarienne, parce que voilà. Non, je pense qu'il y a peut-être aussi beaucoup l'image qu'on s'en fait, tout simplement, des contraintes. L'entraîneur, en tout cas, on va dire en athlétisme, quand on est en club, on entraîne le soir. Donc c'est plus aussi, je pense, la vision sociétale aussi de la famille, de la femme qui va peut-être plus facilement s'occuper des enfants en fin de journée et des contraintes que nécessite un rôle d'entraîneur. Donc je pense qu'il y a effectivement moins de femmes, en tout cas en athlétisme, entraîneurs. Et il y a un sujet de comment est-ce qu'on rend comment on les attire. C'est un peu aussi le sujet de la féminisation des instances dans les fédérations. Mais je pense qu'effectivement, plus il y en aura et plus aussi ça donnera envie à d'autres de devenir entraîneurs, de s'impliquer aussi dans les clubs et autres. Vous, Bruno, durant votre carrière d'entraîneur ou même d'éducateur sportif, vous avez dû en croiser quand même, je pense, des femmes, mais dans le très haut niveau, c'est plus rare. Moi, j'ai été entraîné à l'université par Chantal Rega, donc voilà, j'ai eu cette chance, mais ça changeait rien. Enfin, voilà. Elle était tout aussi à l'écoute que l'homme que j'ai eu après. Mais je pense que oui, il y a un problème sociétal. Moi, je viens du club. Je suis arrivé comme prof. Prof de gym, il y a autant de femmes que d'hommes, voire plus de femmes. Ça s'arrête à 18h ou plus tard, quoi. Et c'est vrai qu'actuellement, entraîner le soir jusqu'à 21h pour une jeune femme, il faut s'il y a maternité, il faut qu'il y ait un accord familial. Enfin, donc c'est pas si simple parce qu'il y a encore un poids de la société. Donc je pense que cette filière-là, elle sera plus longue parce qu'il faut transformer les choses en profondeur. Après, il y a le professorat de sport de haut niveau. On arrive peut-être plus à avoir des entraîneurs qui arrivent très vite sur le haut niveau, des anciennes championnes, parce que on entraîne dans la journée. Donc, je ne sais plus, Fabien est parti, mais il y avait des coachs au judo qui étaient des femmes, quoi, et des mamans. Donc ça se passait très bien, mais c'est vrai qu'en club, c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est surtout... C'est l'évolution de la société, donc ça sera forcément assez lent. Il n'y en aura pas encore beaucoup pour 2024, quoi. Bon,
J'ai une question aussi qu'on m'avait soufflé dans l'oreillette pour vous, Bruno. Votre regard aurait évolué sur la gestion du poids aussi, entre les femmes et les hommes. Et oui, ça a beaucoup évolué. Voilà, moi j'ai commencé à entraîner très jeune. Donc au début, j'ai été... Bon, d'abord, en athlétisme, on s'autopropulse, courir. Donc le poids qu'on pèse, que ce soit un homme ou une femme, c'est important. Donc voilà. La nature fait que des fois, la femme est un peu plus forte en masse grasse. Enfin bon, ça, c'est un secret pour personne. Donc, être athlète de haut niveau, c'est des fois perdre un peu de masse grasse. Et bon, au début, j'ai été bourrin comme beaucoup, quoi, en disant faut perdre du poids, quoi. Après, je suis passé à une étape. Je dis, écoute, dans la vie, t'es une femme superbe, voilà, il n'y a aucun problème. En athlétisme, il faut diminuer la masse grasse. C'est un problème, mais il faut que tu le règles. Ça marchait pas non plus. Et puis maintenant, j'en parle plus du tout. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mon affaire en fait. Moi, je suis l'entraîneur, je suis pas le papa, je suis pas, voilà, je fais pas de photos. Donc je leur dis quand une nouvelle athlète vient vers moi, je dis écoute, voilà, tu connais les critères de la performance, tu viens pour faire du haut niveau. Maintenant, je dis voilà, moi je vais entraîner la personne qui est face à moi. Si tu sens le besoin de perdre du poids pour augmenter tes performances, ça sera ton choix et ça sera à ton rythme. Et depuis, ça marche mieux parce que je m'en mêle pas. Donc je fais moins d'erreurs dans mes phrases parce que c'est difficile des fois de ne pas être blessant, de faire attention de ne pas parler de ça devant tout le monde. Enfin bon, il y a plein de critères, c'est évident, hein, mais voilà, on est un sport exigeant sur ça, mais la dernière athlète en cours, Renelle Lamotte, elle a pu faire ses minima, elle avait 4 kilos de plus qu'au jeu, quoi. Et on en discutait encore l'autre jour, je dis je sais pas si ça vaut le coup que tu en perdes 4, parce que voilà, faut que tu fasses comme tu sens. Donc on pèse plus, mais j'ai connu des entraîneurs de très haut niveau qui pesaient leurs athlètes tous les jours. Ça y est, c'est sorti des mœurs, enfin j'espère, ça doit exister encore. Mais il faut s'en passer de ces gens-là. Ils ont fait trop de mal. D'où l'importance aussi d'être bien encadré, aussi bien au niveau du staff. Ça se voit d'ailleurs avec l'équipe de France de rugby, qui a un nombre incalculable d'entraîneurs, chacun a sa spécificité. Pour s'adapter aux besoins de chacun, c'est vraiment aussi ça, ce besoin-là d'avoir un spécialiste dans chaque domaine. Et sur ça, je pense qu'on peut aussi évoluer. J'avais une question pour vous trois. Durant votre carrière, pour vous aujourd'hui, parce que ça va toucher à la fin sur cette table ronde, quelles sont les évolutions les plus notables, si on doit en sortir une, sur la question du genre, que ce soit dans votre vie d'athlète ou dans votre pratique, quelle est l'évolution pour vous la plus notable ou qui a été réalisée? Ma carrière, elle est petite. Non, moi, celle qui m'intéresse énormément et qui me touche, c'est la féminisation des staffs. Alors, elle est pas encore actée, elle n'est pas encore finie, mais j'espère que les premières femmes qui arriveront dans des staffs hommes auront le courage de venir et s'y sentiront bien, en fait. Mais c'est vraiment cette démarche-là, moi, qui me touche énormément. Moi, je pense tout simplement le fait qu'on parle aujourd'hui des femmes. Enfin, moi, je me souviens quand même des bilans médicaux de la fédération où la seule question, c'était de savoir quand est-ce qu'on avait eu nos règles et si on était sous contraception. Donc le fait qu'aujourd'hui on prenne en compte aussi d'autres spécificités, qu'on parle aussi des règles, qu'on parle du cycle, qu'on parle d'un accompagnement à la fois avec des éléments scientifiques, mais aussi d'un accompagnement global, pour moi c'est une vraie évolution. Et c'est une vraie évolution de la prise en charge des sportifs de haut niveau et de comment les accompagner sur une progression au niveau de la performance. Sur un plan technique, je dirais que c'est la prise en compte du périnée, tout simplement. Parce que les abdominaux que je faisais faire il y a 30 ans, c'était des conneries. J'ai été formé grâce à la fédération. Voilà, donc on m'a appris. Donc maintenant, on fait des choses complètement différentes. C'est bien mieux que les crunchs, ça c'est sûr.
Et puis d'un côté humain, je suis peut-être un peu provocateur, hein, mais je pense que le mouvement MeToo fait beaucoup de bien parce que les relations vont devenir asexuées, obligatoirement. Et ça, c'est très bien, par une pression de l'humanité, quoi. Et donc ça me convient très bien. Et dernière question, en tout cas pour moi, et si on est dans un monde très optimiste et on va tous y arriver ensemble, quels sont les leviers, la priorité pour vous, pour performer bon, allez, on dit 2024, mais même pour le futur, pour les générations futures, quel est le levier, la priorité sur lequel on doit vraiment se concentrer? Vous avez 2 heures. L'accompagnement psychologique, les préparations mentales dans les staffs, voilà, dans les jeux, ça n'existe toujours pas. Donc voilà, c'est... Au moment des jeux, vous dites ou... Bah oui, les jeux... Mais c'est pas trop tard, même au moment des jeux arrivés? C'est trop tard, mais c'est un signe. Voilà, on a le droit d'être gourmand, on peut aussi demander un peu avant. C'est pas prévu, voilà, c'est pas prévu. L'INSEP est une des premières institutions à avoir eu un service de psychologue. Mais voilà, je pense que là-dessus, il faut accompagner les coachs. Ça fera beaucoup de bien aux cyclistes. Et les athlètes, quoi. Il y a tout ça, quoi. Cet encadrement pour produire de la performance, parce que l'entraînement en tant que tel, la technique, tout ça, bon, on sait faire. On sait faire, c'est pas compliqué. Enfin, c'est compliqué, mais on a une très bonne formation en France, on sait faire. Dans le monde entier, on passe pour des grands techniciens, en tout cas en athlétisme, mais on n'a pas de performance. Donc peut-être il y a un problème. Ouais, moi, là, pour le coup, je suis encore plus gourmande, c'est l'accompagnement staff et athlète de maintenant au jeu, en fait. Voire même un accompagnement commun pour qu'il y ait une espèce de communication entre le staff et l'athlète, sans forcément que ça passe en direct entre l'athlète et l'entraîneur. Moi, je sais qu'il y a des choses qui se disent entre ma prépa mentale et mon entraîneur auxquelles je n'ai pas accès, auxquelles je n'entends même pas et peut-être que je n'ai pas à entendre. Mais derrière, il y a des choses qui se règlent et j'en suis très heureuse. Et je pense que c'est hyper important. Et puis après, il y a toute la sensibilisation, l'éducation, la formation. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. On a dit qu'on était optimiste. C'est aussi un accompagnement global, c'est-à-dire qu'il incorpore aussi l'accompagnement mental, mais l'accompagnement aussi du projet sportif dans la vie de l'athlète, c'est-à-dire le suivi, enfin voilà, le double projet, l'accompagnement aussi, on parle d'insertion des sportifs aussi en entreprise, comment est-ce qu'on les accompagne, donc il y a pour moi un vrai volet financier aussi, et il y a un volet aussi de médiatisation qui est important, et donc ça plus ça, et puis beaucoup de formation, parce que en fait les connaissances d'hier ne sont pas les connaissances d'aujourd'hui, donc de la formation à la fois au niveau du staff technique, mais aussi des athlètes, c'est-à-dire mieux connaître son corps, mieux se connaître aussi, et voilà, et continuellement apprendre. Merci beaucoup.